Je passe la parole maintenant à Marion Jourdan et Charlotte Gale sur l'épidémie de rhinopneumonie en 2018, impact économique pour la filière sport et mesures de prévention. Bonjour, donc c'est une présentation à deux têtes et à deux organismes qu'on va vous faire. Donc d'une partie faite par moi sur les aspects sanitaires, donc pour le RESP, le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine. Donc pour revenir un petit peu sur l'épisode aussi de l'année dernière, le déroulement, quelques chiffres et puis les impacts sanitaires. Et puis Charlotte Gale pour l'IFCE pour l'impact économique pour la période de 2018. Mesdames, soyez juste vigilantes à bien vous approcher des micros pour les régions. Ok. Voilà, moi je vais revenir en première partie sur le bilan et puis les mesures sanitaires qu'on a recommandées. Et puis du coup, Charlotte pourra détailler après les aspects plus coûts, à la fois de la crise et des mesures. Voilà, donc ça c'est juste un rappel, je vais passer assez vite, mais sur notre fonctionnement au RESP. Donc on recueille des informations qui viennent de différentes sources. Donc elles peuvent venir des vétérinaires sentinelles qui sont à peu près 800 répartis sur le territoire, qui sont des vétérinaires praticiens, qui nous remontent des informations et des prélèvements sur les chevaux malades qu'ils peuvent rencontrer dans leur pratique. On a des laboratoires aussi partenaires qui nous envoient des résultats d'analyse positive, notamment donc, sur les herpès. On peut avoir d'autres sources étrangères. Et puis quand on reçoit donc, ces informations sur des maladies comme l'herpès virus de type 1 ou l'herpès virus de type 4, on émet des alertes donc, que vous recevez peut-être par email, par les réseaux sociaux pour essayer d'appeler à la vigilance et de sensibiliser sur la circulation des maladies contagieuses. Pardon, il manque un truc sur ma diapo. Et donc quand on a une situation épidémiologique inhabituelle ou plus grave que d'habitude, ou qu'il y a des caractéristiques, ou qu'on soupçonne aussi qu'il y a un manque de déclaration et puis probablement beaucoup plus de cas réels sur le terrain que de cas déclarés, on peut faire des communiqués plus spécifiques, des appels à la vigilance plus détaillés, plus poussés, et éventuellement réunir une cellule de crise quand la situation le demande. Donc l'an dernier, ça a commencé en fait pour nous en mars. Mi-mars à peu près, on a eu toute une succession de cas d'herpès virus 1, donc avec les différentes formes cliniques, avortement, formes neurologiques et respiratoires. On a eu plus de foyers donc, que les années précédentes au mois de mars et surtout beaucoup plus de cas dans les foyers. Donc on avait vraiment une situation un petit peu inhabituelle. On avait les chevaux qui étaient touchés étaient aussi assez différents. On avait a priori plusieurs types de circulation. Donc notamment, il y avait beaucoup de chevaux de la filière sport qui étaient touchés. On avait une suspicion de circulation par le biais des contacts lors de concours. Il y a eu quelques cas chez des pur sang, chez des chevaux vaccinés. Donc la situation était un petit peu plus grave, on va dire, que d'habitude. Donc il y a eu un premier appel à vigilance qui a été diffusé fin mars. Ensuite, en avril, donc, il y a eu une seconde série de cas, avec des cas presque tous les jours. Donc il y a eu un deuxième appel à vigilance diffusé le 12 avril, parce qu'on avait toujours plus de cas, plus de foyers que les années précédentes. Et puis fin avril, ça s'est un petit peu accéléré. En fait, il y a eu notamment un cas neurologique grave qui a fait beaucoup parler de lui. On a diffusé l'alerte comme d'habitude. Et ce cas-là a particulièrement sensibilisé les gens et a été suivi en fait des premières réactions, donc notamment sur les réseaux sociaux, d'inquiétude, etc. Donc ça, c'était fin avril et c'était à la veille d'un long week-end de 4 jours où il y avait des gros concours d'organisés, des événements avec plusieurs centaines, ou voire même encore plus que ça, de chevaux engagés. Donc nous, dès le 25, on a senti tout de suite qu'il y avait une forte demande d'informations, de conseils de la part d'organisateurs de concours, de la part de cavaliers qui étaient engagés, qui voulaient savoir un petit peu quoi faire pour protéger leurs chevaux ou pour éviter la diffusion de la maladie. Et puis, donc, devant
je dirais la gravité de la situation, l'inquiétude, le nombre de questions, et puis le fait qu'effectivement, il y avait une circulation quand même plus intense que d'habitude. La cellule de crise a été déclenchée le 26 avril. Voilà, et donc en mai-juin, la crise s'est poursuivie, donc je vous montrerai les chiffres après, mais toujours pas mal de cas, de foyers. Et puis, il y avait tout cet aspect médiatique en plus, de communication sur les réseaux sociaux, de demande d'informations, et puis de mise en place de mesures face à la crise. Voilà, donc en termes de bilan, je vous ai remis un peu, bon ça c'est plus pour info, mais le nombre quelques chiffres sur le nombre de foyers et de cas. Donc un foyer, c'est un endroit, une structure qui va être touchée par la maladie. Un cas, c'est un cheval malade. Donc dans un foyer, on a en général plusieurs cas, surtout sur une maladie contagieuse comme celle-là. Et nous, quand on parle de cas et de foyers, c'est uniquement ce qui a été confirmé, pour lesquels on a une info particulièrement fiable avec des résultats de laboratoire positifs, etc. Donc on sait qu'en réalité, il y en a plus. Voilà, donc en mai-juin, il y a eu un impact direct sur les rassemblements équestres, donc notamment les concours, c'est ceux dont on a le plus parlé, mais bon, les rassemblements, c'est pas forcément que les concours, mais tous les endroits où il y a des regroupements de chevaux qui viennent d'horizons différents. Donc en mai-juin, donc il y a eu une mise en place ou une amélioration des pratiques sanitaires préventives. Il y a eu aussi pas mal d'annulations en fait, de participation, soit des annulations d'engagement, soit carrément d'événements. Également une mise en place de mesures un peu plus renforcées, donc des prélèvements qui ont pu être demandés par certains organisateurs ou des visites sanitaires, des visites vétérinaires en fait, avant les participations au concours. Au niveau du RESP, nous on a diffusé, en mars et avril, on avait déjà diffusé des appels à vigilance, mais à partir de fin avril, on a diffusé tous les vendredis, en fait, soit au moins un bilan de la situation, voire un positionnement de la cellule de crise avec des recommandations particulières sur la gestion. Et on a également proposé, mis à disposition un protocole sanitaire type à destination des organisateurs, donc donc il n'y avait évidemment rien d'obligatoire, mais on proposait des mesures que eux pouvaient mettre en place pour leurs événements. Et puis on a eu plus de 1000 demandes, enfin probablement plus même, d'informations étalées sur les mois de mai et juin. Donc sur l'herpès 1, je vous ai mis 2 petits graphiques juste pour montrer la comparaison entre 2018, donc c'est la ligne bleue, et puis les 4 années d'avant. Donc c'est la moyenne des 4 années d'avant, c'est le petit histogramme vert. Donc on voit qu'en mars-avril, on a à la fois plus de foyers, plus de cas que les années précédentes. En mai, la situation, donc là on voit une énorme différence qui est due en partie, on pense, à une réelle augmentation du nombre de cas, mais également au fait que les gens étaient plus sensibilisés, qu'il y a eu aussi des analyses de dépistage et donc forcément plus de cas diagnostiqués et confirmés. Avec des cas neurologiques donc, qui sont particulièrement... Enfin, pour cette maladie-là, c'est ceux que tout le monde craint, évidemment, parce que le même virus peut provoquer chez un cheval une forme respiratoire, chez une jument gestante une forme abortive, et chez un autre cheval une forme neurologique sans qu'on ne peut pas l'anticiper. Donc ces cas-là, forcément, attirent toujours beaucoup l'attention. Et puis pour ce qui est des herpès virus 4, donc qui eux provoquent plutôt des formes respiratoires et parfois des avortements, alors là on voit surtout une augmentation en mai qui est due, je pense, justement au fait que tout le monde était plus sensible, il y a eu plus de déclarations, plus d'analyses de demandées. On suppose qu'en fait avant elles circulaient aussi, mais comme les formes cliniques sont souvent modérées, on va dire, les chevaux ne sont pas très malades, il n'y a pas forcément d'analyse de fait, et donc on sous-estime beaucoup l'importance de la circulation. Voilà, donc là je vous ai mis juste 2 petites cartes qui comparent. Alors c'est le premier semestre, mais bon, il y a assez peu de cas en janvier-février, donc ça reprend quand même essentiellement les données de la crise, donc qui comparent 2017 et 2018 en termes de répartition de cas, de foyers, même de foyers confirmés, en rouge d'herpès 1 et en bleu d'herpès 4 sur le territoire. Voilà, donc je vais revenir juste un petit peu sur les aspects sanitaires. Donc l'origine de la maladie, c'est évidemment les chevaux malades, leur sécrétion, quand ils toussent, ou quand les juments avortent, l'avorton, le placenta, et même sur des chevaux qui ont
peu ou pas de symptômes, on peut avoir des chevaux contagieux. Et puis tout le matériel, les bâtiments, les véhicules et les personnes en contact avec ces chevaux malades ou les avortons, enfin voilà, tout ce qui est une source de virus en fait peut en transporter et être la source d'une contamination indirecte d'autres chevaux. Je vous incite à synthétiser. D'accord. Donc les moments à risque, c'est, on l'a déjà dit, tous les endroits où des chevaux peuvent être en contact. Rassemblement, nouvelle arrivée d'un cheval dans un effectif, les déplacements. Et donc je vais revenir sur les comportements à risque. Donc on a notamment les chevaux qui vont en concours et qui proviennent d'un endroit où il y a des chevaux malades. Donc eux, ils n'ont pas forcément l'air malades. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu l'an dernier ou qu'on nous a beaucoup rapporté. Ils ne sont pas forcément cliniquement malades, au moins au départ de chez eux, mais ils peuvent quand même être contagieux en fait. Ils peuvent contaminer d'autres chevaux qui viennent d'ailleurs lors d'un concours, par exemple. Et ces autres chevaux vont ramener le virus. Souvent, ils sont en incubation, donc ça pareil, ça ne se voit pas quand ils rentrent chez eux. Et puis, arrivés dans leur structure, ils contaminent tous les autres. Donc là, on a des impacts économiques que Charlotte vous détaillera après, mais on a des frais vétérinaires, il y a des chevaux qui ne peuvent plus travailler, éventuellement même des mortalités, des avortements, enfin voilà, des pertes qui peuvent être variables. Pour certaines structures, des fermetures de la structure, des mises en quarantaine. Voilà, donc il y a des coûts quand même importants. Et donc les moyens d'action qu'on peut mettre sur ces différents points, c'est déjà en élevage, enfin pas en élevage, mais en centre équestre, enfin structure d'une manière générale, surveiller la santé des chevaux et ne pas sortir, même si c'est pas le cheval qui doit sortir qui est malade, si c'est son voisin de boxe, eh bien il faut pas sortir non plus celui qui devait sortir. Pas très clair, mais voilà. Et puis, il y a tout ce qui a été mis en place, donc les certificats de bonne santé ou les dépistages qui peuvent être aussi des outils dans des situations particulières. Après, sur les lieux des concours, ce qu'il faut, c'est vraiment limiter les contacts entre les chevaux. Donc, contacts directs et indirects. Je vous ai détaillé tout à l'heure les contacts indirects, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Surtout, plus il y a de chevaux, plus ils viennent de loin et d'endroits différents, et plus ces mesures vont être importantes et impactantes. On utilise du matériel dédié, etc. Et puis il y a le retour dans l'exploitation où là, l'idéal c'est de pouvoir mettre en place une quarantaine ou au moins une séparation plus complète possible entre un cheval qui rentre ou un nouveau cheval qui arrive et puis les chevaux déjà présents. Voilà. Et je reviens sur la vaccination, j'en ai pas encore parlé, c'est ma dernière diapo. La vaccination contre les herpès, c'est vraiment une question de couverture vaccinale. Voilà, donc on considère qu'en vert, c'est des chevaux vaccinés. Si on a un cheval malade qui est contagieux, il va peut-être pouvoir contaminer un ou deux voisins, mais le fait que tout le monde soit vacciné, en fait, va limiter beaucoup la diffusion au sein d'un effectif. La couverture vaccinale en France, on l'estime à 20-30%, elle est insuffisante. Et du coup, là, un cheval malade ça va pouvoir se diffuser beaucoup plus largement au sein d'une population. Donc sur la vaccination herpès, la recommandation, c'est également d'augmenter fortement la couverture vaccinale. Voilà. Et je passe la parole à Charlotte pour l'analyse des coûts. Donc, nous nous sommes intéressés au coût de l'épidémie pour la filière sport en 2018, et particulièrement sur la période du 1er mars au 30 juin, parce que c'est là où la maladie a été la plus importante. Donc, on s'est concentré sur 3 cibles. On s'est concentré sur 3 cibles qui ont été plus ou moins directement touchées par l'épidémie, donc c'est-à-dire les structures qui ont déclaré des cas, les compétiteurs qui ont continué à sortir en compétition et les organisateurs de concours, avec un impact local aussi pour les manifestations annulées. Donc on a utilisé des données de la Fédération française d'équitation, on a mené des enquêtes auprès des vétérinaires du RESP et auprès de structures qui ont été directement touchées. Donc quand on s'intéresse à notre première cible, c'est-à-dire les structures, on a pris en compte les frais de consultation, les prélèvements, les tests diagnostiques, les frais d'euthanasie, d'équarrissage et les pertes brutes liées à l'arrêt ou à la baisse d'activité, c'est-à-dire par exemple une activité enseignement arrêtée ou une perte de poulains pour les élevages. Donc on a mené 4 enquêtes et donc les montants les plus élevés qu'on a observés sur ces structures-là sont de l'ordre de 44 000 et de 69 000 euros. On a mené en même temps une enquête auprès de 60 vétérinaires pour connaître les tarifs des prestations, notamment le certificat sanitaire de bonne santé qui a pu être demandé lors de concours, et puis leur ressenti.
Et sur le terrain, eux font remonter qu'un cas sur 2 seulement aurait été déclaré. Ce qui fait que pour nos structures touchées, on a un impact qu'on estime entre 900 000 et 1 900 000 euros en fonction du nombre de cas déclarés. Quand on s'intéresse aux compétiteurs cette fois-ci, donc à partir d'un échantillon de concours, c'est-à-dire que sur la période de mars à juin, il y a 7000 concours qui ont été organisés. On en a observé 160 et on estime donc qu'on a à peu près 323 concours qui ont exigé la présentation d'un certificat vétérinaire de bonne santé. Donc on avait ce coût moyen d'après notre enquête menée auprès des vétérinaires et puis on a pris en compte un nombre de partants moyen et on arrive à une estimation d'à peu près 1 100 000 euros pour les compétiteurs, pour les certificats notamment de bonne santé. Quand on s'intéresse donc à l'impact économique pour les organisateurs, donc à partir des statistiques toujours de la Fédération française d'équitation, on a 600 concours qui ont été annulés sur cette période-là et qui sont estimés être liés à l'épisode de rhinopneumonie. Donc on avait aussi un nombre de partants moyens par concours, par discipline et par niveau d'épreuve. Et on arrive à un impact économique de l'ordre de 2 400 000 euros, avec une part FFE de 287 000 euros et puis le reste pour les organisateurs. Pour vous donner un exemple, sur la période de mai à juin, 30% des concours prévus dans le Nord-Ouest ont été annulés. Donc si on fait un bilan total de la crise, donc on a 900, je répète, à 1 900 000 pour les structures qui ont été touchées, 1 100 000 pour les compétiteurs et 2 400 000 pour les organisateurs, ce qui fait un coût total de la crise entre 4,4 millions et 5,4 millions. Et à ce montant-là, on peut aussi estimer un montant d'impact local, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu en tout cas 3 très gros événements qui ont été annulés, le CSO de Deauville, le Jumping de Cabourg et l'International de dressage de Saumur. Et on estime la perte locale à 1 070 000 euros. Donc en plus des 4,4 millions et des 5,4 millions précédemment estimés. Donc pour conclure, on a eu la première épidémie d'herpès virose respiratoire en 2018, avec un coût très important pour la filière sport, et qui donc... Et donc il y a un coût financier, un coût sanitaire aussi. Donc on pense qu'en mettant en place des mesures, on limite ces coûts, mais voilà, il y a aussi sur le long terme, en fait, l'amélioration de la couverture vaccinale permettrait aussi de diminuer tout simplement la circulation des virus, et de diminuer le risque en fait d'une nouvelle crise. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, juste, ça doit être très difficile à faire, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir, parce que déjà vous avez du mal à savoir si les chevaux sont déclarés ou pas déclarés, c'est bien compris, hein, c'est ce que j'ai compris. Ça serait de savoir si les chevaux vaccinés, si on quand même, je dirais, quel était l'impact sur eux, si vous voulez, de la maladie. Est-ce que le vaccin fonctionne bien ou fonctionne pas bien ? Comme vous avez déjà du mal à avoir, je sais que c'est difficile, mais ça serait intéressant à savoir si vraiment... est-ce que la souche correspond ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais c'est difficile. Alors, il y a eu pour ce qui est de la souche, il y a eu un travail de fait quand même sur des souches qui ont circulé l'an dernier. Il y a eu plusieurs souches différentes identifiées. Il n'y a pas eu, par exemple, une souche différente de d'habitude qui aurait provoqué cette crise-là. Et en termes de vaccination, on sait que pour ce vaccin-là, c'est pour ça que j'ai insisté dessus, sur l'aspect couverture vaccinale, protection population. On sait que le vaccin protège, je dirais, partiellement, qui va limiter par exemple l'excrétion, donc la contagiosité, qui va limiter aussi les signes cliniques, respiratoires notamment, parce que sur les formes neurologiques notamment, c'est plus discuté. Donc on sait que la protection individuelle conférée par le vaccin, le fait de vacciner par exemple juste le cheval qui sort en concours, a assez peu de... Enfin, c'est moins intéressant quand même que d'avoir une vaccination bien répandue qui limite la circulation en fait du virus. Après, il y a aussi un phénomène de latence. C'est comme les herpès virus chez l'homme, les boutons de fièvre. Une fois qu'on en a eu un, ça peut revenir, etc. Il y a le même phénomène, c'est le même genre de virus. Donc on sait qu'il y a aussi des chevaux qui sont porteurs, qui vont le rester à vie et qui de temps en temps, à la faveur d'un gros stress par exemple, peuvent redevenir contagieux. Donc le vaccin limite la casse, mais ne fait pas tout. J'ai pas vacciné régulièrement aussi. Oui, il faut.
C'est ça, voilà, il y a la question de la vaccination et puis de la tenue à jour de cette vaccination. Il y a quand même une rupture de vaccins. De maintenir une couverture régulière. Merci. Laetitia. Merci. Est-ce que le RESP a quelques indicateurs de suivi de la couverture vaccinale de cette année? Ça veut dire, est-ce que les ventes de vaccins augmentent? Est-ce que les vétérinaires sentinelles disent qu'ils sont en train de vacciner? Enfin, est-ce que... Alors, j'ai pas les chiffres là pour l'année 2018 ou cette année. Je sais que l'an dernier, il y a eu une forte demande pendant la crise, en fait. Mais par contre, on n'a pas de chiffres. Donc, il y a une augmentation clairement de la vaccination. Sans que j'ai pas de chiffres à donner sur l'impact précis. Mais on ne sait pas, en fait, si cette augmentation de la demande s'est maintenue dans le temps ou si ça a juste été au moment de la crise et puis que ça s'est essoufflé après. Pour l'instant, on n'a pas le retour. Laetitia. Moi, j'ai 2 questions de Chazet. La première est, sait-on expliquer pourquoi le quart sud est moins impacté? Alors, le quart sud, de quel côté? De la France. Je pense qu'il y a des endroits où il y a moins de chevaux. Déjà, clairement, là, on voit que c'est quand même la moitié ouest de la France et notamment le quart nord-ouest où il y a beaucoup de chevaux, beaucoup de concours, beaucoup de circulation. Donc, je pense que c'est quand même très lié à ça, aux activités et puis au nombre de chevaux. Et la deuxième question, c'était, les maisons mères ont-elles pris des mesures pour inciter, obliger à la vaccination? Oui, alors pas toutes, mais on a quand même, du coup, dans le galop et dans le trot, la vaccination est... dans le galop, c'était déjà obligatoire. Et dans le trot, ça l'est depuis, je crois, novembre 2018, pour courir. Merci. Bonjour, Delphine Germain, directrice de rédaction Cheval Magazine et Cheval Pratique. Et je rebondis sur la question précédente. En fait, est-ce que vous avez imaginé une campagne de communication sur cette vaccination comme pour les hommes, comme pour l'humain, quoi? Est-ce qu'il faut l'inciter? Est-ce que ça serait ça, comme vous parlez de vaccination globale? Disons que nous, le RESP incite, oui, à vacciner. Ça fait partie des messages quand même qui ont été largement diffusés pendant la crise, qu'on continue nous de diffuser vis-à-vis de ces maladies-là. Il y a un travail qui est en cours justement avec l'IFCE de communication, alors sur les aspects rassemblement, mais du coup, c'est pas une communication ciblée sur la vaccination, mais sur les risques et les moyens de prévention pendant les rassemblements, quels qu'ils soient, les rassemblements de chevaux. Donc, Mais c'est-à-dire que quand vous sortez vos chiffres, je vous assure qu'ils sont assez impressionnants. Ce serait peut-être comme ça de communiquer. Je vous parle parce que je suis un agent de communication, mais vous voyez, là, vous donnez des chiffres très impressionnants en parlant en termes de millions de coûts. Alors, je pense que ça a un impact quand même. C'est prévu dans les 2 mois à venir de diffuser justement une note thématique sur la rhinopneumonie, donc une partie technique et une partie sur justement les coûts qui ont été estimés. Donc c'est prévu. Bonjour, merci. Aurélien Guéger, réseau d'élevage Inosis. J'avais 2 questions de contextualisation. Une première, ça serait de savoir ces 5 ou 6 millions de coûts générés, combien ils représentent sur la valeur ajoutée dans la filière sport, par exemple. Quelle est la valeur ajoutée de cette filière et combien ça représente? Est-ce que c'est important ou pas? Et deuxièmement, le plan de prévention, admettons, pour atteindre 80% de couverture vaccinale, quelle somme ça pourrait représenter pour mettre en balance le coût de la protection et le coût les dégâts induits par le risque, quoi. Alors là où c'est extrêmement difficile en fait sur la valeur ajoutée de la filière sport, c'est qu'en fait on a vu les compétiteurs, notamment l'impact pour les compétiteurs, ce sont pas la plupart du temps, mais on a quand même une grosse partie des compétiteurs qui sont des individuels, en fait, qui sont des propriétaires particuliers, et donc qui ne sont pas professionnels. Et donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir, pas comparer les deux, mais en tout cas la valeur ajoutée de la filière, de la filière sport est très difficile, et du coup c'est extrêmement compliqué, puisqu'on ne sait pas si ce sont des professionnels ou des particuliers qui sortent en concours, ou qui sont sortis en concours. Donc ça va être difficile à faire pour cette partie-là. Et le coût le coût du vaccin pour vacciner 80% de la population, vous avez une idée ou...
Alors là, dans l'enquête qu'on a menée auprès des vétérinaires, le coût moyen du vaccin était de 39,40 €, mais c'est toujours extrêmement compliqué parce que c'était un vaccin seul, c'est-à-dire pas associé aux autres, la grippe par exemple et le tétanos, c'était sans frais de déplacement. Donc c'est pareil, le coût du vaccin est assez difficile à projeter puisque, par exemple, nous dans l'enquête, on ne s'est pas intéressé au fait qu'il était associé à d'autres vaccins. Merci. Laetitia? Donc effectivement, moi j'avais une question de Cluny avec le même type de question. Quel est l'impact économique d'une couverture vaccinale suffisante? Donc je pense que là, vous avez apporté des éléments. Lui se posait la question pour une structure équestre. Et en fait, il demandait également, la localisation précise des foyers permettrait-elle d'enrayer plus facilement la propagation? Alors, la localisation... Bon, je réponds du coup à la deuxième question en premier, mais pour la localisation précise des foyers, ils sont localisés précisément... Eux, nous, on incite alors à ce qu'ils communiquent. Il y en a certains qui l'ont fait, qui ont communiqué très ouvertement. Mais ce qui enraye la propagation, c'est pas forcément de savoir exactement où c'est surtout que des mesures soient mises en place, que quand qu'il y a un cas confirmé ou même juste suspecté, il ne faut plus sortir en fait. Rien que ça, c'est vraiment la base et c'est plus la mise en place des mesures dans ces foyers et la responsabilité, je pense, des gérants de ces exploitations-là qui impactent vraiment. Et ta première question, excuse-moi, c'était... La première rejoignait le coût du vaccin pour une structure. Alors j'ajouterais qu'à l'échelle d'une structure, pour le coup, là, c'est peut-être un peu plus facile à calculer et ça penche clairement en faveur de la vaccination. C'est-à-dire que la première année, on sait que c'est 3 vaccins, donc le coût est important, mais je veux dire, après, c'est aussi peut-être à la filière de prendre la mesure de cette épidémie et de peut-être aussi aider les structures professionnelles, je ne sais pas sous quelle forme, mais... à vacciner. Après, le coût est très important la première année. Après, on n'est plus qu'à un rappel par an ou 2. Oui, puis au bout d'un moment, moins ça circule. Oui. Voilà. Bon, 3 questions rapides et on arrête. Laetitia, Laurent, et puis devant. Une mini-question de Besançon qui était combien de vétérinaires sont sentinelles au RESP? À peu près 800. Non. Laurent? Oui, moi c'est plus une remarque qu'une question, mais au niveau on parlait de mesures incitatives tout à l'heure, moi je crois que les vétérinaires restent quand même le premier élément pour inciter les éleveurs à le faire, notamment, et les éleveurs et les pratiquants. Et l'autre remarque que je voulais faire, parmi les obstacles à la vaccination, au-delà du coût, vous l'avez abordé rapidement, mais il y a la complexité du protocole qui est quand même un vrai obstacle à la vaccination. Et l'autre obstacle, c'est le fait que la rumeur court que les chevaux vaccinés tombent malades. Et ça, il faut vraiment travailler là-dessus. Malheureusement, c'est la même chose chez l'homme. Donc on peut travailler, mais le travail sera de longue haleine. Oui. Oui, Frédéric Bunel de la Chambre d'agriculture. Ma question, c'était de savoir est-ce qu'il existe un moyen pour tester facilement pour un exploitant un cheval et savoir s'il est porteur du virus. Et dans ces cas-là, ça permettrait de responsabiliser les professionnels, un peu comme qu'on fait pour l'homme, c'est-à-dire qu'on peut tester si un enfant a une angine, on teste, on voit tout de suite si c'est viral ou pas. Alors sur un cheval qui a des signes respiratoires par exemple, un cheval clinique qu'on soupçonne d'être contagieux, il y a un test qui peut être fait, donc c'est un prélèvement qui est fait dans le nez, au niveau assez haut dans le nez on va dire, et puis on fait une PCR dessus, donc on recherche vraiment le virus. Mais il n'y a pas de test rapide, c'est un test qui est fait en laboratoire, qui permet de détecter par contre les chevaux contagieux, excréteurs de virus. Pour ce qui est des chevaux porteurs qui n'ont pas de signes ou qui sont à ce moment-là pas contagieux, là c'est beaucoup plus compliqué et de toute façon ça touche à peu près, on estime qu'il y a à peu près 80% des chevaux qui sont porteurs latents. Donc, Bon, une dernière question parce que... Comme vous l'avez dit, donc, au niveau des sociétés mères Trot-Gallo, ils ont rendu la vaccination obligatoire. On a un représentant de la FFE qui est là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au niveau des sports équestres, la FFE rende ses vaccins obligatoires pour participer à une compétition? Aujourd'hui, l'activité, elle est bien au-delà de l'activité de compétition. C'est une filière beaucoup plus étendue que ça. On n'a pas eu de réponse très précise au regard de l'impact économique
liées à la maladie au regard de l'impact économique pour la filière au sens large de la vaccination, de l'ensemble du cheptel, parce qu'on voit que c'est ça ou rien, parce que s'il y avait une mesure coercitive à mettre en place, ce serait celle-ci, et c'est pas du tout d'actualité aujourd'hui, bien qu'on travaille en collaboration avec le RESP et qu'on soit à l'écoute de leurs différentes recommandations, mais en l'état actuel des choses, c'est pas envisagé tout de suite. Merci. Donc, merci pour cette présentation dont les biais étaient bien soulignés au fur et à mesure et puis qui fait prendre conscience en fait des enjeux à la fois sanitaires et économiques de ce type de crise. Merci.